5 milliards apparaissent posés dans une mallette à Ouagadougou, ce qui pourrait passer pour une scène banale met à nu une méthode patiente. Valise d'argent, ONG, écrans et relais régionaux destinés à acheter des officiers, fissurer la cohésion et tester jusqu'où la souveraineté peut se négocier sans bruit. Que signifie pour vous cette tentative au moment où Ibrahim Traoré décrit une guerre invisible, faite de loyauté déplacée et de récits manipulés? Si une seule mallette suffit à mesurer des failles, que reste-t-il à découvrir lorsque le même réseau choisit d'attendre, d'apprendre, puis de frapper mieux dissimulé? Ce récit ne promet pas un scandale de plus, ni une dénonciation abstraite. Il propose une grille de lecture précise pour comprendre comment une tentative d'ingérence peut s'installer sans bruit, tester des loyautés, puis chercher à remodeler un État sous pression à partir de leviers économiques, diplomatiques et psychologiques. L'enjeu est simple, savoir reconnaître ces mécanismes avant qu'ils ne deviennent irréversibles. Car derrière l'affaire de la mallette, ce sont des choix stratégiques, des silences négociés et des récits concurrents qui entrent en collision. En suivant les faits, les données et les décisions prises au sommet, ce parcours permet d'identifier ce qui relève de la rumeur, de la manœuvre organisée ou de la réponse institutionnelle. Dans un contexte sahélien marqué par les pressions multiples, comprendre ces dynamiques devient une condition de lucidité collective. Et c'est précisément là que la trajectoire d'Ibrahim Traoré sert de point d'ancrage, non comme symbole isolé, mais comme révélateur d'un rapport de force plus large, où la souveraineté se joue souvent loin des champs de bataille visibles. 5 milliards de francs, CFA, et 32 appels cryptés en moins de 3 semaines. Ces deux chiffres suffisent à faire basculer l'affaire d'une rumeur persistante vers une mécanique d'ingérence active. Ils indiquent d'emblée qu'il ne s'agit ni d'un geste isolé, ni d'une initiative improvisée, mais d'un dispositif synchronisé pensé pour tester puis fragiliser des points précis de la chaîne de loyauté militaire. À partir de ce point zéro, les enquêteurs reconstituent une chaîne causale méthodique. Une première approche d'officier, présentée comme anodine, remonte rapidement jusqu'à la direction de la sécurité nationale. Les premiers rapports internes relèvent une anomalie. Un discours trop cohérent, trop calibré pour relever du simple opportunisme. Les relais évoquent une transition maîtrisée, des garanties de discrétion et une promesse de soutien financier conditionné au silence. Ce schéma, déjà observé ailleurs dans le Sahel, active immédiatement un niveau d'alerte supérieur. La décision stratégique est alors prise au sommet. Ibrahim Traoré exige que l'observation se fasse sans précipitation afin que chaque interaction puisse être reliée à son origine réelle. Cette posture transforme une tentative d'achat en contre-piège patient. Les soldats approchés reçoivent pour consigne de feindre l'hésitation, de multiplier les échanges et de documenter chaque détail. Café discret, parking isolé et hall d'hôtel deviennent autant de scènes répétitives où la même méthode est testée. Flatterie mesurée, promesses financières, argumentaire destiné à paraître légitime. Peu à peu, les fragments convergent. Les appels cryptés révèlent une coordination régionale. Les intermédiaires financiers apparaissent liés à des ONG écrans servant de façade. Ce qui semblait être une simple valise d'argent se révèle alors comme la partie visible d'un réseau installé depuis plusieurs mois, cherchant à remodeler la cohésion interne par pression économique et récits hostiles. À ce stade, l'affaire cesse d'être un incident. Elle devient un révélateur de la nature contemporaine de l'ingérence, diffuse, silencieuse et cumulative. Au cœur de l'opération, un petit groupe de soldats devient le fil conducteur du récit. Ils ne cherchent ni visibilité ni reconnaissance, mais comprennent immédiatement que l'approche étrangère n'a rien d'un partenariat discret.
C'est un test précis, calibré pour identifier des fissures potentielles dans la chaîne de commandement. Leur expérience du terrain, notamment dans le nord du pays, les rend sensibles aux incohérences du discours tenu par les intermédiaires. Le premier témoignage émane d'un sous-officier aguerri. Lors d'un rendez-vous dans un café discret, l'intermédiaire évoque une transition douce, ne nécessitant selon lui qu'un silence temporaire. Le ton mesuré, trop assuré, alerte immédiatement le soldat. Il feint l'hésitation, pose des questions, puis transmet chaque détail au service compétent. Ce simple choix transforme une approche isolée en point d'entrée opérationnel pour l'enquête. Un second officier, chargé de la liaison hiérarchique, renforce rapidement cette lecture. Les messages sont chiffrés, les lieux soigneusement choisis, les promesses formulées comme des évidences professionnelles. En jouant les indécis, les soldats cartographient progressivement les relais impliqués et identifient les agents régionaux opérant sous couvert humanitaire. Chaque rencontre, Achoniv ajoute une pièce au puzzle. Ces impacts précoces modifient déjà l'équilibre interne. La loyauté cesse d'être une abstraction morale pour devenir une ressource stratégique mesurable. Sans confrontation directe, la cohésion commence à neutraliser l'ingérence bien avant toute annonce publique ou intervention spectaculaire. Tout commence par un déclencheur presque anodin. Une rumeur circule dans les cercles militaires d'Ouagadougou. Un intermédiaire étranger, bien introduit, chercherait à entrer en contact avec certains officiers. Le discours est feutré, les mots soigneusement choisis, les intentions jamais formulées frontalement. Cette banalité apparente constitue précisément le premier signal d'alerte. Les analystes de la sécurité nationale identifient une incohérence, une approche trop polie, trop structurée pour être spontanée. L'information remonte rapidement jusqu'au sommet de l'État. À ce stade, Ibrahim Traoré impose une ligne claire. Il refuse toute réaction précipitée et ordonne une observation silencieuse. L'objectif n'est pas d'interrompre la manœuvre, mais de la laisser progresser juste assez pour en révéler l'architecture complète. Les soldats approchés reçoivent une consigne simple: ne rien brusquer, documenter chaque échange, transmettre chaque détail. Cette décision transforme une tentative d'achat en opération d'infiltration méthodique. Les jours suivants prennent la forme d'un balai discret. Les rencontres se multiplient dans des lieux interchangeables: cafés fréquentés, parkings isolés, halls d'hôtels. À chaque fois, le même scénario se répète. Flatterie mesurée, promesses financières, évocation d'une transition maîtrisée présentée comme inévitable. Les officiers burkinabés jouent leur rôle, posent des questions, demandent du temps, feignent le doute. En réalité, chaque rendez-vous enrichit la cartographie du réseau. Les relais apparaissent, les intermédiaires se connectent, les flux commencent à se dessiner. Puis vient le moment du basculement. L'intermédiaire annonce qu'une date approche, celle où tout doit s'enclencher. Il évoque un appui financier massif, une logistique prête et même un plan de communication destiné à retourner les récits contre les autorités en place. Les informations sont immédiatement transmises. Les services déclenchent alors un traçage systématique des flux financiers et des communications. Des transferts anormaux liés à des ONG écrans sont repérés. Des appels cryptés se multiplient, reliant des agents locaux à des contacts basés à l'étranger. Le dossier change d'échelle. Le climax survient lors d'une réunion finale fixée dans un hôtel du centre-ville. La salle est neutre, choisie pour donner l'illusion d'une négociation professionnelle. L'intermédiaire arrive avec une mallette lourde. À l'intérieur, 5 milliards de francs. FA en liquide soigneusement conditionné. Il croit conclure. Il ignore que l'opération est déjà entièrement sous contrôle.
Dans une pièce voisine, une unité spéciale attend le signal convenu. Lorsque la phrase codée est prononcée, l'intervention est déclenchée, rapide, précise, sans résistance notable. L'argent est saisi, les acteurs neutralisés. Les répercussions sont immédiates. En quelques heures, l'information se diffuse sur les radios locales et les réseaux sociaux. Dans les casernes, l'effet est puissant. La loyauté a tenu, le piège a fonctionné. Ce qui devait fissurer la cohésion militaire la renforce au contraire. L'échec de la manœuvre révèle publiquement l'existence d'un système d'ingérence longtemps dissimulé derrière des façades respectables. La séquence se referme sur une certitude nouvelle: la vigilance collective peut désamorcer des pressions invisibles avant qu'elles ne deviennent irréversibles. Au départ, le repère est simple. Une somme isolée, saisie dans une mallette, devient un point zéro mesurable. Quelques semaines plus tard, l'écart apparaît lorsqu'elle s'inscrit dans une circulation financière plus large, structurée et répétée. Cette bascule du ponctuel vers le systémique constitue le cœur de la lecture quantitative de l'affaire. Commençons par examiner un premier point, celui des flux financiers. Les flux financiers, les services établissent un baseline clair, 5 milliards de francs. C'est FA, retrouvé en liquide lors de la réunion finale. L'analyse révèle ensuite un delta décisif. Entre juillet et octobre 2024, environ 5,3 milliards de francs. Ces FA ont transité par des comptes liés à des ONG écrans opérant officiellement dans l'humanitaire et l'éducation. La proximité des montants, leur fractionnement et leur synchronisation indiquent une finalité opérationnelle plutôt qu'un usage social. Cette dérive financière montre comment une somme visible sert de façade à une architecture plus large, pensée pour diluer l'origine et masquer l'objectif réel. Poursuivons avec un second point, celui des communications. Les communications. Le baseline est modeste en apparence, quelques échanges nécessaires à une prise de contact. Le delta, lui, est révélateur. En moins de 3 semaines, 32 appels cryptés sont identifiés entre les intermédiaires locaux et des supérieurs basés hors du pays. Ce volume restreint mais concentré signale une coordination disciplinée. Plus significatif encore, les pics d'appel coïncident précisément avec plusieurs tentatives de sabotage dans le Nord. Cette synchronie temporelle établit un lien fonctionnel entre la pression militaire sur le terrain et la tentative d'achat de loyauté, suggérant une stratégie d'affaiblissement simultanée. Enfin, regardons un troisième point, celui de la réaction nationale dans les données sociales. La réaction nationale mesurée par les données sociales. Le baseline correspond à une attention médiatique locale, classique pour une opération sécuritaire. Le delta apparaît dans les 48 heures suivant l'arrestation. Plus d'1 million de messages de soutien émergent sur les réseaux sociaux, relayés par des radios communautaires et des plateformes locales. Cette amplification rapide indique une appropriation collective de l'événement. Elle transforme une affaire technique en signal politique partagé, renforçant la légitimité de la réponse institutionnelle. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire cohérente. L'argent montre la capacité d'influence économique. Les appels cryptés révèlent que la coordination stratégique et la mobilisation numérique illustrent la bascule de l'opinion. Ibrahim Traoré insiste alors sur un point central. La donnée ne sert pas à convaincre, mais à dévoiler. Dans cette affaire, elle permet de passer d'une suspicion diffuse à une cartographie précise des leviers utilisés. La preuve quantitative ne clôt pas le récit. Elle en fixe le cadre, rendant visible ce qui, sans elle, resterait dans l'ombre. Dans le débat qui suit la mise au jour de l'opération, une première lecture s'impose dans plusieurs cercles diplomatiques et économiques.
Selon cette position, un pays confronté à des défis sécuritaires et budgétaires majeurs ne peut se permettre de rompre brutalement avec certains partenariats extérieurs. Les aides conditionnelles, même imparfaites, fourniraient des ressources, des expertises et des canaux de stabilité. À leurs yeux, réduire ces coopérations risquerait d'isoler l'État, d'affaiblir ses capacités opérationnelles et d'aggraver des fragilités déjà existantes. Dans cette logique, la dépendance n'est pas vue comme une faiblesse morale, mais comme un compromis pragmatique dans un environnement instable. Face à cette approche prudente, une seconde lecture, portée par des analystes africains et des acteurs de la société civile, défend une thèse inverse. Pour eux, l'affaire de la mallette n'est pas une anomalie, mais un symptôme. Elle révèle comment des mécanismes financiers, médiatiques ou diplomatiques peuvent être mobilisés pour orienter des choix internes tout en conservant une façade de coopération légitime. Les ONG écrans. Les récits de transition maîtrisée et les pressions discrètes illustreraient une asymétrie structurelle. Dans cette perspective, la dépendance prolongée n'atténue pas le risque. Elle l'institutionnalise en rendant l'ingérence plus subtile et plus difficile à détecter. L'arbitrage entre ces deux lectures ne peut toutefois pas se faire sur des intentions déclarées. Il repose sur les faits observables issus de l'enquête. Les données montrent qu'une tentative d'influence a utilisé des canaux réputés neutres pour tester des loyautés militaires. Elles établissent aussi que la réaction institutionnelle, lorsqu'elle est cohérente, peut neutraliser ce type de pression sans rupture brutale ni escalade. L'opération déjouée n'a pas entraîné d'effondrement immédiat des capacités de l'État. Elle a, au contraire, renforcé la cohésion interne. C'est dans cet espace intermédiaire que se situe la position défendue par Ibrahim Traoré. Ni isolement idéologique, ni acceptation passive. Les faits suggèrent qu'une souveraineté opérationnelle ne se construit pas par la rupture totale, mais par le contrôle des leviers essentiels et par la capacité à identifier puis filtrer les influences extérieures. Le débat cesse alors d'être binaire. Il devient une question de discipline stratégique, savoir quand coopérer, quand résister et surtout comment mesurer les risques avant qu'ils ne deviennent invisibles. Ce qui change la lecture de l'affaire, à ce stade, n'est ni la valise ni l'arrestation, mais la compréhension d'un déplacement stratégique. L'ingérence ne cherchait pas à provoquer un choc immédiat, mais à installer une présence diffuse, capable d'attendre, d'observer et d'agir lorsque les conditions seraient tous les plus favorables. Cette révélation transforme l'événement en signal structurel. Le danger ne réside pas seulement dans l'action visible, mais dans la durée pendant laquelle un réseau peut opérer sans être détecté. Cette bascule explique la retenue initiale des autorités. En laissant le dispositif se déployer partiellement, l'État a pu en observer les logiques internes plutôt que de réagir à ces symptômes. Les rencontres répétitives, les discours identiques et les circuits financiers redondants montrent qu'il ne s'agissait pas d'un bricolage opportuniste, mais d'un modèle reproductible. C'est précisément cette reproductibilité qui inquiète. Si un mécanisme fonctionne une fois, il peut être répliqué ailleurs avec d'autres acteurs, d'autres récits, d'autres cibles. Dans cette lecture, la posture d'Ibrahim Traoré prend une dimension nouvelle. Il ne s'agit plus seulement de déjouer une tentative précise, mais de comprendre un mode opératoire contemporain, où l'influence avance masquée, fragmentée et adaptable. Le point médian du récit n'est donc pas une victoire finale, mais un déplacement du regard. L'enjeu devient clair: apprendre à voir ce qui, par définition, cherche à rester invisible. Les retombées de l'opération déjouée se déploient simultanément dans plusieurs sphères, chacune révélant une facette distincte de la vulnérabilité et de la résilience nationale. Pour l'État, d'abord, l'affaire agit comme une clarification brutale.
La menace n'est plus abstraite ni lointaine. Elle est identifiée, documentée et rendue intelligible. Les institutions comprennent que l'ingérence ne s'exerce pas seulement aux et frontières, mais aussi dans les espaces feutrés où circulent des engagements financiers et des récits concurrents. Cette prise de conscience accélère la mise en place de protocoles de vigilance et renforce la coordination entre sécurité nationale et présidence. Pour les forces armées, l'impact est immédiat. La réussite du contre-piège devient un marqueur interne de cohésion. Les soldats infiltrés, en jouant la patience plutôt que la confrontation, démontrent que la loyauté peut être activement défendue par l'intelligence et la discipline. Dans les casernes, cette séquence modifie les perceptions. La tentative d'achat, censée fissurer la chaîne de commandement, produit l'effet inverse. Elle confirme que l'unité, lorsqu'elle est éclairée par des preuves, devient une ressource opérationnelle. Ibrahim Traoré s'appuie sur cet effet pour insister sur une armée attentive aux signaux faibles autant qu'aux menaces visibles. Du côté de l'économie, les conséquences sont plus progressives, mais tout aussi tangibles. La mise au jour de circuits financiers opaques pousse les autorités à réexaminer certains partenariats et à accélérer des audits ciblés. Les premières données disponibles indiquent une hausse mesurée des recettes issues des secteurs stratégiques, signe que le contrôle accru des flux peut produire des effets concrets sans rupture brutale. Cette dynamique nourrit un discours de réappropriation économique, où la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir un ensemble de décisions techniques et vérifiables. Pour la population, enfin, l'affaire agit comme un révélateur civique. Les citoyens ou citoyens découvrent que l'ingérence ne prend pas toujours la forme d'interventions armées, mais peut avancer par des promesses, des récits et des relais discrets. Cette compréhension déclenche une mobilisation symbolique rapide. Les discussions se multiplient dans les radios communautaires, les marchés et les espaces scolaires. La vigilance devient un sujet partagé, non plus réservé au cercle sécuritaire. Dans cette convergence entre État, armée, économie et société, l'opération avortée transforme une menace invisible en moment d'apprentissage collectif. Elle montre que les conséquences les plus durables ne sont pas seulement celles qui neutralisent un réseau, mais celles qui modifient la manière dont un pays lit et anticipe les pressions qui s'exercent sur lui. À partir des dynamiques enclenchées après l'échec de la manœuvre, trois trajectoires distinctes se dessinent pour les mois à venir. Elles ne relèvent ni de la spéculation abstraite ni d'un optimisme mécanique. Chacune prolonge des signaux déjà observables dans les institutions, l'économie et les alliances régionales. Dans le scénario de base, le plus probable, l'État maintient la ligne définie après la découverte du réseau. Les audits financiers se généralisent, les ONG écrans font l'objet de contrôles plus stricts et les forces armées intègrent durablement des protocoles de détection des approches suspectes. La croissance reste modérée, la pression extérieure persiste, mais la cohésion interne limite les chocs. Cette trajectoire décrit un pays encore sous contrainte, mais capable d'organiser sa résilience sans rupture brutale. Dans un scénario plus favorable, la coopération régionale s'approfondit. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger renforcent leurs mécanismes de coordination économique et sécuritaire, transformant la vigilance partagée en levier de stabilité. Les investissements croisés, la mutualisation logistique et la circulation d'informations critiques réduisent la dépendance à des circuits extérieurs opaques. Dans cette configuration, la souveraineté économique progresse non par isolement, mais par intégration régionale maîtrisée. Le scénario le plus risqué reste toutefois plausible. Les réseaux d'influence,
une fois exposés, peuvent se reconfigurer. Pression diplomatique, campagne de désinformation et contraintes financières ciblées cherchent alors à exploiter les failles résiduelles. Une dégradation économique, même limitée, suffirait à fragiliser la cohésion sociale et à rouvrir des espaces d'ingérence indirecte. Cette trajectoire rappelle que l'échec d'une opération ne signifie pas la disparition de la menace. Entre ces trois chemins, la variable décisive n'est pas extérieure. Elle tient à la capacité collective à penser en risque plutôt qu'en illusion et à transformer une victoire défensive en discipline stratégique durable, telle que l'a rappelé Ibrahim Traoré à plusieurs reprises. L'avenir ne dépend pas d'un choix unique, mais d'une vigilance prolongée, capable d'anticiper plutôt que de subir. Au-delà des institutions et des chiffres, les effets de l'affaire se diffusent dans la vie quotidienne, modifiant la manière dont les citoyens se situent face aux enjeux nationaux. Pour une partie de la population urbaine, longtemps habituée à percevoir la politique comme lointaine ou opaque, la révélation du mécanisme d'ingérence agit comme une rupture nette. Les discussions se multiplient dans les lieux de travail, les universités et les radios locales. La menace n'était plus perçue comme abstraite. Elle devient compréhensible, donc discutable. Cette compréhension ouvre un espace nouveau où la vigilance civique cesse d'être réservée aux spécialistes. Chez les jeunes, nombreux dans les grandes villes comme dans les zones périurbaines, l'impact est particulièrement marqué. L'affaire montre que les pressions ne passent pas seulement par la force armée, mais aussi par des discours séduisants, des promesses économiques et des récits bien calibrés. Cette prise de conscience alimente un engagement plus concret dans des associations locales, des programmes de service civique ou des initiatives culturelles centrées sur la souveraineté et la désinformation. Pour eux, l'autonomie nationale n'apparaît plus comme un slogan, mais comme une pratique collective à construire. Dans les zones rurales, où les préoccupations sont souvent plus immédiates, la lecture est différente mais complémentaire. Beaucoup y voient la preuve que la stabilité politique protège directement les activités agricoles, les coopératives et les réseaux de solidarité. L'ingérence est alors comprise comme un risque indirect mais réel, capable de perturber des équilibres déjà fragiles. Cette perception renforce l'idée que la vigilance nationale concerne aussi ceux qui se sentent éloignés des centres de décision. Enfin, pour une partie de la société civile organisée, l'épisode devient un point d'appui. Il légitime des actions pédagogiques, des débats publics et des initiatives de sensibilisation. En reliant un événement sécuritaire à des conséquences concrètes sur le quotidien, l'affaire transforme la souveraineté en expérience partagée. Elle montre que la défense d'un État ne repose pas uniquement sur ses forces armées, mais aussi sur une population capable de comprendre, de questionner et d'anticiper les pressions invisibles. Pour éviter que l'affaire ne reste un succès ponctuel, les autorités tracent une feuille de route opérationnelle articulée autour de plusieurs leviers concrets. L'objectif n'est plus seulement de réagir à une ingérence déjouée, mais de bâtir une capacité permanente d'anticipation, de filtrage et de neutralisation. Cette approche vise à rendre la souveraineté mesurable, vérifiable et continue, plutôt que déclarative. D'abord, une première étape s'impose, l'assainissement des flux financiers sensibles. Des audits réguliers sont imposés aux ONG et structures opérant dans des secteurs exposés, avec des seuils de contrôle clairs et des procédures de validation renforcées. L'efficacité se mesure par la détection précoce d'anomalies et par la réduction des circuits opaques. Ensuite, une deuxième étape s'engage, la sécurisation de la chaîne de commandement. Les forces armées intègrent des protocoles d'alerte gradués, accompagnés de formations ciblées sur la gestion des approches extérieures et la remontée d'informations. La rapidité et la qualité des signalements deviennent
des indicateurs clés. Enfin, regardons un troisième point, celui de la réaction nationale dans les données sociales. La consolidation du tissu civique. Des programmes de sensibilisation à la désinformation et aux menaces hybrides sont déployés dans les écoles, les collectivités et les médias communautaires. Le succès se mesure à la participation et à l'émergence d'initiatives locales. Pour compléter l'ensemble, la coopération régionale complète l'ensemble. Le partage de signaux faibles et de données critiques avec les partenaires voisins vise à anticiper les pressions avant qu'elles ne s'installent. Dans cette architecture, Ibrahim Traoré insiste sur une idée centrale. La souveraineté n'est pas un État, mais une discipline. Elle se construit par des procédures, des données et des comportements répétés. La feuille de route ne promet pas l'absence de menaces, elle propose une méthode pour les rendre visibles, gérables et surtout prévisibles. Et alors, lorsque l'affaire commence à s'éloigner de l'actualité immédiate, un motif demeure. Celui des soldats infiltrés, présents dès les premières heures, silencieux mais décisifs. Ce sont eux qui ont accepté d'attendre, d'observer et de transmettre, transformant une tentative d'achat en révélation stratégique. Leur rôle ne tient pas à un acte spectaculaire, mais à une discipline patiente, souvent invisible, qui devient la clé de toute l'opération. Ce rappel donne au récit sa cohérence finale. L'ingérence cherchait à fragmenter. Elle a rencontré une chaîne humaine capable de résister sans se montrer. Dans les écoles militaires comme dans les conversations ordinaires, cette séquence s'impose comme une référence. Elle montre que la loyauté n'est pas un réflexe aveugle, mais un choix éclairé, nourri par la compréhension des risques et des méthodes adverses. Dans cette lecture, Ibrahim Traoré n'apparaît pas comme un héros isolé, mais comme un point d'équilibre. Sa retenue initiale, son insistance sur la preuve et la patience, rappelle qu'un État se défend aussi par la maîtrise du temps et de l'information. La figure du soldat loyal et celle du décideur attentif se répondent, formant une même ligne de défense. La cohésion peut encore déjouer l'invisible. Ce moment dépasse l'épisode sécuritaire. Il devient une mémoire partagée, un repère montrant qu'un pays peut résister aux pressions sans renoncer à sa lucidité ni à sa dignité. Lorsque le récit se referme, il ne cherche pas à imposer une conclusion définitive. Il laisse plutôt une question ouverte tournée vers l'avenir collectif. L'affaire de la mallette montre qu'une menace peut être neutralisée, mais surtout qu'elle peut être comprise. Et cette compréhension change la place de chacun. La souveraineté n'apparaît plus comme un mot réservé aux discours officiels, mais comme une pratique quotidienne faite d'attention, de lucidité et de responsabilité partagée. Ce que cette séquence propose, au fond, c'est un déplacement du regard. Plutôt que de réagir uniquement aux crises visibles, elle invite à s'interroger sur les mécanismes discrets qui précèdent les ruptures. Les récits, les promesses, les flux financiers et les silences négociés deviennent des signaux à interroger, non à accepter par habitude. Dans cette perspective, la vigilance cesse d'être anxieuse pour devenir méthodique. La trajectoire évoquée par Ibrahim Traoré s'inscrit précisément dans cette logique. Elle ne promet ni l'isolement ni la confrontation permanente, mais une capacité collective à comprendre les rapports de force et à y répondre sans perdre son autonomie de jugement. Cette capacité ne se décrète pas, elle se construit dans le débat, l'information et l'expérience partagée. Alors, la discussion reste ouverte. Comment imaginer concrètement une souveraineté vécue au quotidien qui protège sans se fermer, qui coopère sans se soumettre? C'est à cette réflexion, plus qu'à une adhésion immédiate, que ce récit vous invite.